Seul un pivot de printemps peut vraiment sécuriser le marché actions et de manière générale les actifs risqués en bourse. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Seul un pivot de printemps peut sécuriser, peut faire ramener au plancher la volatilité du marché action, car, soyez certains, ça va encore tanguer, et ça va tanguer encore pendant plusieurs semaines. Alors, effectivement, je me suis posé une question intéressante. Alors que les marchés ont réagi la semaine dernière de manière incroyable, alors que la guerre commerciale est passée dans une seconde phase, celle de la négociation, celle de la discussion, alors, pas avec tous les pays, vous le savez, mais tout de même. Après le check-out que les actifs risqués, que le marché action mondial, car oui, nous parlons bien d'un krach boursier mondial qui a eu lieu. Il n'y a eu aucun endroit où se cacher, aucun indice boursier, aucun actif risqué. Aucune matière première liée à la croissance économique n'a échappé au drop. Alors depuis, les mouvements, vous les connaissez, cette reprise, mais cette volatilité qui se maintient à un niveau élevé, voilà la question. Compte vraiment. Oui, lequel? Lequel? Allez-moi ces deux messieurs-là. Seul un pivot de printemps peut sécuriser vos placements sur le marché action. Alors dans cette vidéo, nous allons faire les éléments suivants. 4 parties. Première partie, qu'est-ce que c'est qu'un pivot? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un pivot? Pivoter. Je pivote. 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 Seul un pivot de printemps. Qu'est-ce que c'est qu'un pivot? C'est la modification à 180 degrés d'une politique que l'on mène. Peut-être une politique budgétaire, une politique globale macro, une politique monétaire. C'est un virage à 180 degrés. Voilà ce qu'est un pivot. Une modification significative. Pas une toute petite modification. Pas simplement sur votre plat rajouter des condiments comme du sel ou du poivre. Non. Renverser l'assiette. Renverser l'assiette. La mettre à la machine à la vaisselle, au lave-vaisselle, la laver et qu'elle soit propre. C'est une modification significative. Donc, la volatilité va se maintenir à un niveau élevé, soyez-en certains, ça continuera de tanguer. Peu importe les séances prises individuellement parlant, ça continuera de tanguer. Même si l'on peut se dire, bien sûr, que le bottom a été fait la semaine dernière, qu'un creux majeur a été établi la semaine dernière avec le S&P 500 qui a défendu les 4800 points, l'ancien record de 2021, cette ligne de tendance technique haussière qui attrape tous les bottoms depuis le creux de la crise sanitaire. Mais ça tanguera encore tant qu'il n'y aura pas un pivot pour créer un cadre stable. Donc un pivot, c'est une modification significative. Ce pivot, donc dans cette vidéo, 4 parties. D'abord, on reparlera du pivot, rapidement, parce que déjà l'introduction est un peu longue, vous en avez assez. Deuxième partie, et troisième partie, et quatrième partie. Dans les deuxième et troisième parties, j'explore avec vous la possibilité du pivot. Lequel? De qui? Alors, ça c'est une expression qu'un ami un excellent analyste m'a conseillé, en lien avec le jargon lié à la Fed. Le pivot de l'administration Trump. Nous allons en parler. Et vous allez voir qu'il n'est pas que d'ordre commercial. Je vois tout de suite monter sur vos grands chevaux la guerre commerciale. Bien sûr qu'elle n'est pas terminée, la guerre commerciale, et qu'elle va durer. D'ailleurs, elle avait duré 2 ans lors du premier mandat de Trump. Il y a d'autres aspects qu'il ne faut pas sous-estimer. N'oubliez pas l'aspect fiscal. On va bientôt en reparler massivement.
Bien sûr, troisième partie, le pivot de la Fed. Bon, bah ça, la liquidité. Rappelez-vous, la corrélation positive entre les grands indices boursiers, les actifs risqués en bourse, même Bitcoin, et la liquidité mondiale, et aussi la liquidité nette aux États-Unis. Et pour booster tout ça, il faut un pivot de la Fed. Nous allons reparler des conditions. Et enfin, quatrième partie, je fais, comme chaque semaine, un point global, analyse technique, quantitatif, sentiment, participation sur l'indice S&P 500. C'est parti. Mes chers amis, donc comme vous le constatez, la volatilité reste importante sur le marché action, et dites-vous bien que la volatilité va rester importante. Ça va encore tanguer. La guerre commerciale est entrée dans une seconde phase, mais les discussions peuvent être extrêmement volatiles. Et puis le rapport États-Unis-Chine va rester archi conflictuel. Alors, bon, moi je vais rester sur une note optimiste, avec les réactions la semaine dernière, notamment du S&P 500 sur un supramajeur, et donc poser cette question du pivot, parce que si vous voulez, le simple fait de parler, le simple fait de négocier, le simple fait d'envisager de tendre vers des accords commerciaux, ça ne crée pas non plus encore un cadre complètement stabilisé. La seule façon d'avoir ce cadre complètement stabilisé, c'est donc, enfin en tout cas plus stable, c'est d'obtenir le pivot. Donc je l'ai mis ici en lettres capitales, et ce pivot peut être de deux natures. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction, je le remets ici à l'écrit pour ceux qui souhaitent le lire. 4 parties, et donc c'est parti, 4 parties, c'est parti, nous attaquons la première partie, ça fait beaucoup de parties, et Global Equity Market, marché action mondial en baisse de 20%, seul un pivot peut réellement le stabiliser. Quand je dis stabiliser, c'est surtout faire diminuer le niveau de la volatilité. Alors, tout d'abord, dites-vous bien une chose, c'est que il faut bien garder à l'esprit quelque chose, ce n'est pas uniquement le marché action américain qui a connu de la volatilité, mais il s'agit bien du marché action mondial. Je vous montre ici, donc vous avez un triptyque qui expose en haut à gauche les bougies japonaises en données mensuelles, en bas à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires, et ici les bougies japonaises en données journalières. Et ici donc je vous ai mis le MSCI World, donc l'indice du marché action mondial. Et donc il s'agit bien d'un check-out, il s'agit bien donc d'une chute qui a concerné le marché action mondial. Les actions mondiales ont perdu 20% en l'espace de quelques semaines, et avec vraiment le pic pour moi, le sommet de la volatilité a été atteint la semaine dernière. Donc ça, il faut déjà rappeler qu'il n'y avait effectivement aucun endroit où se cacher. Hormis quelques actions défensives, et même le marché obligataire a tangué, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine a essayé de créer de la volatilité sur les bons du Trésor américain. Mais au final, l'essentiel a été préservé. Regardez le graphique en bas à gauche. Les actions mondiales, et d'ailleurs à l'image du S&P 500, ont défendu ce gros niveau de support horizontal. En fait, il s'agit ici de l'ancien record de l'année 2021. Alors, ces marchés actions ont été secoués, et si l'on cherche à se poser la question de savoir ce qui pourrait déjà stabiliser le marché, quand je dis stabiliser, c'est faire diminuer la volatilité. Et puis, vous savez, lorsque l'on subit comme ça un choc de marché, on repart pas en mode vertical tout en haut. Ça prendra du temps, et regardez, même si je prends le S&P 500, même le choc boursier de la crise sanitaire, ici rappelez-vous à l'époque, vous aviez eu donc le drop de la crise sanitaire. Alors déjà, vous pouvez reprendre le S&P 500, ici, vous avez le premier mandat de Donald Trump, il y avait eu donc une guerre commerciale à outrance avec la Chine, et en réalité là, on conçoit bien que l'objectif de l'administration Trump est de remener cette guerre commerciale contre la Chine. Et bien à l'époque, on voit que le marché avait connu des drops, mais des drops finalement beaucoup plus construits, et les reprises étaient lentes, et même lorsque vous prenez le choc boursier de la crise sanitaire,
vous avez eu d'abord une première phase de reprise verticale, mais après, ici, vous avez des bougies hebdomadaires. Donc, il y a eu ensuite plusieurs semaines de stabilisation, on rechutait, ça a pris beaucoup de temps en fait. Et là, de la même façon, ça prendra du temps. Les choses peuvent encore tanguer plusieurs semaines. Et alors, pour envisager justement que la volatilité se calme pour de bon, il faut donc un pivot. Le pivot, c'est pas simplement discuter, c'est pas simplement des perspectives d'accords commerciaux. Le pivot, c'est une modification significative d'une politique. Alors, la politique peut être modifiée de manière significative sur le plan commercial, c'est actuellement en cours, ça va prendre du temps, mais il y a d'autres aspects sur lesquels je souhaitais revenir. Et lorsque je parle de pivot, eh bien j'envisage à la fois celui donc de l'administration Trump, donc ne rigolez pas, hein, on n'y est pas, ça va prendre du temps, et il n'y aura pas de retour en arrière. Parler d'un pivot de l'administration Trump, ce n'est pas dire l'abandon complet de cette nouvelle politique commerciale. Ça n'a rien à voir. Ça peut être aussi le fait d'atteindre les objectifs de cette politique commerciale. Les objectifs étant des accords commerciaux dont l'objectif est de réduire, voire de supprimer les déficits commerciaux, le déficit commercial des États-Unis avec ses principaux partenaires commerciaux. En tout cas, le principe du pivot, c'est le principe d'un changement significatif. Seconde partie, le pivot de l'administration Trump, alors j'appelle ça le pivot de l'administration Trump, conditions et caractéristiques. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, ce sont les graphiques ici qui apparaissent sous vos yeux. L'objectif commercial, l'objectif de l'administration Trump, c'est de créer une modification structurelle de la place des États-Unis dans le commerce mondial. Alors oui, 60-70 pays ont été visés, mais en réalité la Chine reste l'objectif principal des États-Unis, parce que c'est avec la Chine que les États-Unis ont le déficit commercial le plus important, et c'est à cause de la Chine que le poids des États-Unis dans le monde, d'un point de vue relatif, diminue. Et c'est ça que Donald Trump ne supporte pas, cette perte de puissance relative. Et donc j'ai voulu tout d'abord illustrer ça par ces graphiques donc, qui nous viennent de Bloomberg, pour vous rappeler ici, donc, ici vous avez les biens qui sont exportés vers les États-Unis. Regardez bien ce graphique. Vous avez donc les biens qui sont exportés vers les États-Unis par catégorie, textiles et appareils, les machines électriques, les équipements, machines-outils, les métaux, des matières premières, les produits chimiques, la partie transport, donc, dans laquelle vous allez retrouver l'automobile, etc. Et vous avez le poids de la Chine. Et effectivement, on peut constater que pour la plupart des catégories industrielles qui sont les plus importantes, eh bien, la Chine a un poids qui va de 20 à 50%. Le reste du monde est bien sûr dominant, mais la seule Chine a un poids majeur. Et c'est ça que cherche à modifier Donald Trump. Il souhaite que tous ces produits qui sont exportés de la Chine vers les États-Unis soient produits aux États-Unis. Donc, il n'y aura pas de pivot commercial dans le sens abandonner cette nouvelle politique commerciale. Il y a des objectifs bien précis à atteindre. Et d'autant plus que, de manière plus structurelle, vous avez ici, et ça je trouve ce graphique très intéressant, vous savez qu'actuellement, les États-Unis représentent 16% de la production industrielle mondiale. Les États-Unis représentent 16% de la production industrielle mondiale. Enfin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était 75%. Et cette part dans la production industrielle mondiale des États-Unis n'a cessé de se réduire. Et là, vous avez des données récentes. Les États-Unis sont en rouge, la Chine est en jaune. La part des États-Unis est restée stable dans la production industrielle mondiale, voire a légèrement décliné. Et regardez la part de la Chine dans la production industrielle mondiale. La part de la Chine, elle est passée de 3-4% à plus de 30%. Donc actuellement, la Chine représente 30% de la production industrielle mondiale, les États-Unis 16% de la production industrielle mondiale. Ici, c'est exprimé en milliards, mais là, vous en déduisez une part relative. La part jaune de la Chine, c'est 30%. Donc,
la production industrielle chinoise est le double de celle des États-Unis. Et c'est ça que ne supporte pas l'administration Trump. Et donc en voulant ramener les entreprises aux États-Unis, l'objectif est de réaugmenter. Globalement, le PIB des États-Unis et le PIB de la Chine est équivalent au taux de change du dollar actuel. Et si on se concentre que sur l'activité industrielle, le poids de la Chine est le double. Et c'est ça que souhaite modifier l'administration Trump. Donc, parler d'un pivot de l'administration Trump pour stabiliser les marchés financiers ne sera pas un retour en arrière ou l'abandon de cette nouvelle politique commerciale. Là, pour le coup, ça ne sert à rien d'espérer ça. Ça n'arrivera pas. Moi, j'envisage deux possibilités qui peuvent rentrer dans la catégorie pivot de Trump pour significativement diminuer la volatilité sur le marché action. Si on reste vraiment sur l'aspect commercial, il s'agit bien sûr d'arriver à des accords commerciaux. Qu'est-ce que c'est un accord commercial? Un accord commercial entre deux pays, ce sont deux pays déjà qui s'accordent sur des tarifs douaniers, c'est très bien, mais ce sont surtout, en tout cas si l'on se réfère au premier mandat de Donald Trump, un accord commercial, l'accord commercial qui avait été signé avec la Chine, Phase 1 Trade Deal de décembre 2019, la Chine s'engageait à acheter un certain nombre de produits américains. Et bien sûr, les États-Unis, un certain nombre de produits chinois. Mais au final, les États-Unis en achetaient moins qu'avant et la Chine en achetait davantage. C'est ça. Et ce qui permet donc de recréer des emplois aux États-Unis et de réaugmenter le poids des États-Unis dans la production industrielle mondiale. Ce qui reste l'objectif de Donald Trump. C'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Mais moi, j'attends pas, si vous voulez, je pense que l'administration Trump ne va rien lâcher et il n'y aura pas de pivot à ces niveaux-là. Par contre, je pense qu'il peut y avoir un pivot de l'administration Trump, donc une modification significative au niveau fiscal. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, si vous vous souvenez du premier mandat de Donald Trump, il y avait eu une politique fiscale. D'ailleurs, c'était le Tax Cuts and Jobs Act. Le taux d'impôt sur les sociétés avait été baissé de 35 à 21%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le Congrès des États-Unis est en plein travail sur cet aspect fiscal. La première chose qui a été faite en janvier 2025, le One Big Beautiful Bill, qui consistait en fait en la confirmation et en l'extension pour certaines taxes du Tax Cuts and Jobs Act, premier mandat de Donald Trump. Mais si vous vous référez aux promesses de campagne, Donald Trump avait dit, mais c'est pas fait, avait envisagé que le taux d'impôt sur les sociétés passe de 21% à 15%. Alors là, attention, il y a deux choses. À la base, le fait d'envisager de ramener le taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 15% concerne, dans le programme, les entreprises qui produisent en majorité aux États-Unis. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Mais en soi, ce n'est pas un pivot. C'est une promesse de campagne, mais c'est déjà très intéressant. Et forcément, ça va soutenir le S&P 500. En tout cas, soutenir les actions du S&P 500 des entreprises qui produisent le plus aux États-Unis. Ce qui serait un véritable pivot, c'est de baisser le taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 15% pour toutes les sociétés américaines, quelle que soit la structure de leur production et le lieu où elles produisent. Là, forcément, ça créerait un cadre plus stable, 15% pour tout le monde, un cadre qui permettrait d'avoir une reprise plus saine sur le marché action. Donc, envisager un pivot de l'administration Trump, il y a les deux aspects. L'aspect commercial, atteindre des accords commerciaux, et cet aspect fiscal, passer le taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 15%, soit pour toutes les entreprises américaines, soit pour celles qui produisent aux États-Unis. Et ça, ce sont des choses qui vont arriver ce printemps. Alors bien sûr, le pivot le plus attendu, c'est bien sûr le pivot de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors attention, la Réserve fédérale des États-Unis a déjà pivoté, puisque la Réserve fédérale des États-Unis a réengagé la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux en 2024. La baisse des taux de la Fed ici a été mise en pause depuis le début de l'année. Et la première chose à rappeler, c'est qu'il existe une corrélation positive entre la liquidité mondiale, ici donc vous avez le M2 global
l'addition des offres monétaires mondiales selon l'agrégat M2 et le marché action avec un décalage temporel. Il faut toujours du temps pour que la liquidité vienne se déverser sur les actifs risqués. Mais surtout, vous avez aux États-Unis une corrélation positive très nette entre la liquidité nette aux États-Unis, qui est le M2 américain, mais aussi en lien avec les mouvements du bilan de la Fed et les opérations de reverse repo, et les actifs risqués en bourse. En vert, vous avez le S&P 500 sur ce graphique, en jaune, le Bitcoin. Et pour envisager, par exemple, prenez l'exemple de la crise sanitaire ici. Vous avez eu un effondrement du S&P 500, un effondrement du Bitcoin, et c'est parce que la liquidité nette aux États-Unis s'est mise à exploser, créant un cadre favorable que les actifs risqués sont repartis à la hausse. Ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis quelques semaines, la liquidité nette aux États-Unis repart en hausse. Parce que, souvenez-vous, la Fed a commencé à réduire la vitesse de baisse de son bilan. Mais ceci n'est clairement pas suffisant. D'ici la fin du printemps, il y a 2 décisions de politique monétaire de la Fed. La décision du mercredi 7 mai 2025 et la décision de politique monétaire du mercredi 18 juin 2025. Pour envisager une stabilisation, une sécurisation du marché action et pouvoir affirmer que le point bas définitif a vraiment été fait au début du mois d'avril, il faut... Alors, la Fed a déjà pivoté, mais comme elle a mis en pause la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux depuis la fin de l'année dernière, il faut un pivot de la Fed, il faut en fait la reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et lorsque vous aurez la reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, mécaniquement, cela va soutenir le M2 américain. Et en soutenant le M2 américain, l'offre monétaire américaine selon l'agrégat M2, cela va soutenir la liquidité mondiale, cela aussi surtout va soutenir la liquidité nette au sein du système financier américain. Donc, il y a 2 choses. D'une part, peut-être qu'il faudra aussi que la Fed réduise encore davantage, voire arrête de diminuer son bilan. Et je tiens à vous rappeler que la Fed baisse son bilan depuis maintenant 2 ans. Ici, vous avez en bleu le bilan de la Fed. Donc, voilà, ce qui consisterait en un pivot de la Fed, ce serait la fin de la baisse du bilan, ou vraiment une baisse qui viendrait très très légère, et bien sûr la reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et là, oui, ce serait un pivot de la Fed. Alors, quand j'enregistre cette vidéo, selon l'outil CME FedWatch Tool, au stade actuel, le marché se projette sur 3 baisses de taux de la Fed, avec, ce qui est le plus probable, la reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux lors de la réunion du mercredi 18 juin prochain. Tout ça, bien sûr, alors pour que ce soit crédible, eh bien, il faut se référer aux conditions que la Fed a elle-même établies dans la dernière mise à jour de ses projections macroéconomiques. Pour que la Fed pivote, il faut soit une augmentation du taux de chômage au-dessus de 4,4% de la population active, le taux de chômage est récemment remonté à 4,2% de la population active, ou bien sûr une reprise de la désinflation. Vous avez pris connaissance, comme moi, des chiffres de l'inflation US CPI la semaine dernière, mais ce qui sera le plus important, c'est l'inflation US PCE, qui sera publiée à la fin du mois d'avril. Et alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde, je ne vais pas ici tous les reprendre parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je peux vous confirmer que tous mes indicateurs avancés d'inflation restent pour l'instant avec des perspectives positives, quand bien même on aurait, avec la guerre commerciale, une reprise un peu provisoire. Il y a des éléments structurels, notamment du côté des services, de l'immobilier, mais pas que. Lorsque vous regardez les différentes composantes, mais vous pouvez aussi regarder l'inflation corps et l'inflation des services, il y a vraiment la poursuite de la baisse de l'inflation corps et de l'inflation des services, et les services ne sont quasiment pas concernés directement par la guerre commerciale. Là, ça laisse une porte ouverte, en fait, vraiment à la reprise du taux d'intérêt des fonds fédéraux d'ici la fin du printemps. Voilà les amis, je termine ce point par, donc, comme chaque semaine, un tour d'horizon, analyse technique sur tous les horizons de temps pour l'indice S&P 500. Alors, est-ce que le creux majeur, est-ce que le point bas a été établi début avril? Je pense que oui. Je vais reprendre ici donc tout d'abord le graphique en données mensuelles, où c'est intéressant de noter que le S&P 500, en fait, le plus important, c'est de tenir cette ligne de tendance. Le plus important, c'est de tenir ici
ce niveau horizontal, ce cluster, en fait le niveau des 4800 points. Je pense qu'un point bas majeur a été fait à 4800 points. Vous pouvez voir ici la représentation graphique en données hebdomadaires où, comme donc ici c'était le choc boursier de la crise sanitaire, eh bien vous avez donc cette fameuse ligne de tendance qui attrape le point bas de la crise sanitaire, le point bas du bear market de 2022 et qui vient donc renforcer ce niveau horizontal des 4800 points qui était le point haut de la reprise ici. Et là, c'était la lutte contre l'inflation. Et vous avez le RSI hebdomadaire qui ressort par le haut de la zone de survente, comme ici à l'époque du Covid. Donc on n'a pas de divergence comme la fin du bear market de 2022. Mais on a ici des choses très intéressantes. Et d'autre part, voilà, d'un point de vue quantitatif, on y est. Vous avez ici le pourcentage d'actions en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, qui est retombé à 9%. Nous sommes dans la grosse zone de points bas comme octobre 2023, mars 2022, octobre 2022, ou ici le crack du Covid. Et vous pouvez aussi regarder le pourcentage d'actions sous la moyenne mobile à 20 jours. On est en zone de renversement à la hausse. Et le pourcentage d'actions sous la moyenne mobile à 200 jours, et au-dessus, qui est tombé à 19%. Alors on n'est pas revenu en zone de points bas, mais voilà, il y a quand même des éléments quantitatifs qui laissent envisager que le point bas a été fait donc début avril, ici, au-dessus des 4800 points, même si ça va encore tanguer, même s'il y aura encore beaucoup de volatilité. Et surtout, bon, il y a encore beaucoup de pessimisme, personne n'y croit. Et le fait d'avoir une tentative de reprise, tenir des supports dans un contexte qui reste celui de la peur, d'un point de vue contrarien aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Et bien sûr que dans les lueurs d'espoir du printemps, le nouveau record historique de la liquidité mondiale, on sait que parfois il faut 3 mois, peut-être parfois 4, pour que cela vienne se déverser sur les actifs risqués. Ça fait aussi partie des pardonnez-moi, des lueurs d'espoir. Voilà, chers amis, j'espère que ce Top Gun vous a plu, que mes réflexions, vous les avez trouvées intéressantes, et je vous remercie de m'avoir écouté.